Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet d'actualité économique. Commençons par le taux de change. Rachel Insiwe, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente de la manière suivante. En dollars vaut 2852,5929 francs congolais. En euros équivaut à 3886,2135 francs congolais. En francs CFA égale à 4,7049 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 155,6132 francs congolais. Et au marché parallèle Eric, en dollars égale à 2858 francs congolais, un euro équivaut à 2860 francs congolais et un franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré encore une baisse. Elle coûte 8808,50 $ contre 9046,54 $ américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a encore enregistré une légère baisse. Il revient à 26 285 $ contre 26 293,62 $ américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2445,83 $ contre 2398,62 $ américains la semaine passée. Et le baril du pétrole revient à 78,52 $ contre 77,45 $ américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 8136 $ contre 8286 $ américains la semaine dernière. Merci Rachel Insiwe, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Avec un taux d'inclusion financière d'environ 30%, soit un taux d'exclusion financière d'environ 70%, la RDC reste en deçà de la moyenne de l'Afrique subsaharienne de 55% et une moyenne de 70% à travers le monde. Comment renverser cette tendance ? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur, lobbyiste et stratège en investissement. Professeur Patrick Onoya, bonjour. Bonjour mon frère Eric et merci de m'avoir invité une fois de plus. Pourquoi une faible inclusion financière en RDC? Merci beaucoup, c'est une bonne question, mais commençons par parler de l'inclusion financière. L'inclusion financière, de façon générale, consiste à une évaluation de l'accès à un service financier par la population. Et là, on constate au fait que grosso modo, seulement 30% de la population congolaise a accès à un service financier. Ceci veut dire 70% de la population n'a pas accès à un service financier. Pour quelle raison? Merci. C'est d'abord pour des raisons, avant tout du fait que l'État s'est désengagé pratiquement, n'est-ce pas, dans la fourniture de services financiers et a laissé le secteur au privé. Or, le fonctionnement d'une entreprise privée, un opérateur bancaire, c'est sur base d'un calcul de rentabilité. Donc, un opérateur privé ne fait rien pour les beaux yeux de qui que ce soit. Il faut qu'il puisse gagner. Mais malheureusement, pour la structure démographique de notre pays, la République démocratique du Congo est à 20% urbain et à 80% rural. Et les banques commerciales, par conséquent, qui assurent l'essentiel de l'inclusion financière, préfèrent se retrouver, n'est-ce pas, dans le milieu urbain où le niveau de vie est acceptable, ce qui leur permet de couvrir les charges de leurs agences et d'avoir une certaine plus-value. Mais dans le cadre de la bancarisation, on voit que l'argent est transféré de Kinshasa à tous les coins et recoins du pays. Comment on peut parler
faible inclusion financière. Merci. Même eux, dans le processus de la bancarisation, c'est vrai que la bancarisation a fait faire un bond, mais de manière générale, on parle d'environ 6%, n'est-ce pas? 6%, le niveau de bancarisation de la République démocratique du Congo, contre une moyenne de 15% de bancarisation au niveau africain. Et si nous sommes dans les chiffres, si nous considérons grosso modo une population de 100 millions d'habitants, on a une moyenne de 6 millions de comptes bancaires. Or, vous savez que en matière de bancarisation, même un nouveau-né peut avoir un compte bancaire. Ça signifie que l'idéal, c'est d'avoir 100% de compte bancaire. Étant donné que nous avons 6%, n'est-ce pas, qu'on peut compter par là de compte bancaire, mais que l'inclusion financière est d'autour de 30%, ça signifie que le gap est comblé par des services financiers, des opérateurs tels que les opérateurs de téléphonie mobile qui offrent ces services de monnaie électronique. Certains paiements se font par des monnaies électroniques ou se font par des agences telles que la Caritas qui, pour arriver à certains coins, utilisent des fourgons, n'est-ce pas? Utilisent des fourgons qui doivent amener de l'argent, je prendrai chez mon grand-père à Katakokombe, n'est-ce pas? Parce que là-bas, on peut, ou à Bongandanga, n'est-ce pas? Où il n'y a absolument rien, ce sont des fourgons et vous apprenez quelquefois, n'est-ce pas? Vous nous apprenez d'ailleurs, par exemple, la Top Congo, oui. Voilà les attaques de fourgons qui expliquent simplement que ces agences ayant reçu l'argent pour payer, et on a même des cas où il y a des enseignants qui, par le fait que l'argent a traîné, sont rentrés au champ. Hein? Ce sont des choses qu'on apprend sur vos ondes ici. C'est pour dire simplement que cela est dû effectivement à l'exclusion financière. Mais il faut bien, j'aimerais bien fixer un concept clé. Allez-y. C'est que pourquoi l'exclusion financière est un problème et doit préoccuper l'État congolais? Eh bien, c'est parce que c'est l'État congolais qui est le responsable du développement du pays. Et dans le développement du pays, il est établi que pour développer un pays, il faut tenir compte aussi de la réduction des inégalités. Des inégalités ici entre, je prendrai grosso modo deux classes, la classe urbaine et la classe rurale. Or, pour réduire les inégalités, il faut arriver à améliorer, à mettre en place un mécanisme d'amélioration du niveau de vie des plus faibles. Et pour améliorer le niveau de vie des plus faibles, au niveau financier, on établit 3 choses. Il faut que cette population puisse avoir accès à l'épargne, elle puisse avoir accès au crédit, avoir accès à l'assurance. Ainsi, ces choses deviennent aisées à partir du moment où ces populations sont incluses financièrement. Ça signifie se retrouvent dans une famille financière, dans une famille bancaire, où elles peuvent épargner dans ce système et non mettre de l'argent sous le matelas, n'est-ce pas? De 2, d'avoir la possibilité, d'avoir accès à l'épargne des autres. Parce que lorsqu'on a un crédit, en réalité, le crédit que moi j'ai, c'est l'épargne de quelqu'un d'autre. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, d'améliorer son niveau de vie lorsqu'il veut scolariser son enfant à une école d'un niveau un peu plus élevé, lorsqu'il veut l'amener à l'étranger, ou même simplement lorsqu'il veut avoir une télévision. Mais lorsque déjà, si quelqu'un, un fonctionnaire a un compte bancaire, il peut contracter crédit auprès de sa banque. Absolument. Mais nous disons qu'il y a encore 70%, n'est-ce pas, de la population qui n'a ni compte bancaire, ni quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant? L'État doit faire quoi? Merci beaucoup. C'est à ce niveau-là que la responsabilité de l'État vient. Et l'article que nous avons publié vient juste réveiller, n'est-ce pas, l'État congolais sur sa responsabilité. Là où une banque privée ne peut pas aller, c'est le public,
une banque publique qui doit aller, parce que c'est la responsabilité de l'État, dans le cadre du développement du pays, que de réduire les inégalités. L'État doit créer des banques ou doit créer plutôt un environnement pour que des investisseurs viennent créer des banques? Les deux. Nous comprenons ici que l'État a déjà commencé à créer cet environnement pour que les banques s'installent. Voilà pourquoi actuellement, nous comptons une vingtaine de banques en République démocratique du Congo et institutions financières, n'est-ce pas? Mais nous disons ici et nous rappelons que les privés fonctionnent sur base d'un principe de rentabilité. Or, la République démocratique du Congo, l'État fonctionne comme un papa. Il s'occupe aussi des enfants intelligents que des enfants bourriques, parce que ce sont ses enfants. Mais je ne dis pas que ceux du rural sont des bourriques, c'est un exemple, oui. N'est-ce pas? Qui ne sont pas aussi intelligents que les autres. Je ne l'ai pas dit. Je disais simplement que il y a un certain niveau de développement dans le milieu urbain, et voilà pourquoi les banques commerciales privées accourent vers le milieu urbain, qui sont les 20%, ils ajoutent 10%, ou soit dans le milieu rural, où il y a une activité économique intense, ou surtout encore des secteurs miniers. Vous allez remarquer que dans le milieu rural, où il y a la plupart des agences des banques, ce sont les secteurs des milieux ruraux miniers. Maintenant, ce qui nous amène à 30%. Et les 70 autres pourcents, qui sont généralement des milieux ruraux agricoles et forestiers, les banques sont absentes. Privées, je dis bien, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. C'est à ce niveau-là que l'État doit prendre le relais. Les banques publiques doivent exister. Nous avons, dans le cadre de notre article, identifié 3 types de banques publiques, n'est-ce pas, qui devraient attirer l'attention de l'État congolais. La première catégorie, ce sont les caisses d'épargne et de crédit. Et ça existe déjà. On a la Cadeco. On a la Cadeco. Qui est quasiment partout. Plus ou moins partout, oui, parce qu'elle a en tout cas, si je m'abuse, entre 50 et 100 agences à travers le pays. Si je prends un endroit tel que Ngandajika, en Ngandajika, il n'existe que la Cadeco. Ngandajika, le territoire de Ngandajika, dans la province de la Lomami, n'intéresse pas les autres banques commerciales parce que c'est un territoire à vocation agricole et avec une agriculture de sous-production. Donc, c'est à ce niveau-là, il n'y a que la Cadeco. Or, la Cadeco est sous-capitalisée. La Cadeco est peu viable. Donc, vous comprenez à ce niveau-là que la population se retrouve à ce niveau-là comme des laissés pour compte. Donc, nous proposons la recapitalisation de la Cadeco et la viabilisation de la Cadeco en tant que banque publique qui peut aller et qui existe là où les banques commerciales privées hésitent d'aller. Ça, c'est une première catégorie. La Cadeco peut aujourd'hui, face à ces difficultés, ouvrir son capital au privé. Voilà, merci. Ça, c'est un deuxième débat, n'est-ce pas? C'est un deuxième débat, mais avant tout, nous appelons à la responsabilité de l'État. À la responsabilité de l'État que de savoir, parce qu'il y a un problème d'allocation de ressources. Je donne un exemple. Nous allons avoir très bientôt ce que j'appellerais des rétrocessions du contrat chinois, n'est-ce pas? Je crois que c'est environ 500 millions par an et tout ça. Mais voilà, comment allons-nous affecter? Seulement aux infrastructures? Est-ce que le besoin... On a parlé d'infrastructures routières simplement. Oui, mais je dis, est-ce que on doit se limiter qu'aux infrastructures? La réduction des inégalités, comme nous le disons, ne se limite pas, n'est-ce pas, à l'accès, à la qualité des infrastructures. Mais nous disons aussi, c'est à tenir compte des questions d'inclusion financière pour permettre à ces gens d'améliorer leur qualité de vie, n'est-ce pas? Donc moi, je dirais que l'allocation des ressources de ces fonds-là devrait être analysée différemment. Mais aussi, nous avons des fonds qui peuvent provenir ailleurs aussi. Et là, j'appelle juste l'État à une bonne analyse sur l'allocation des ressources. Parce que si les infrastructures vont améliorer la qualité de vie des populations des milieux ruraux, alors
il faut savoir aussi que l'inclusion financière vient ajouter un plus. Alors, où est-ce que viendront donc les fonds pour redresser, par exemple, aujourd'hui, récapitaliser la Cadeco? J'ai donné une première orientation. Ce sont, par exemple, les fonds provenant de la renégociation de l'accord chinois, oui. 2. Il existe un fonds souverain pour les générations futures. Mais la question qu'on se pose toujours, que cet argent provenant du secteur minier, n'est-ce pas, qui est émis pour les générations futures, qu'est-ce qu'on en fait? Je crois que l'État congolais, le ministre des Mines peut nous en parler. Il y a comme ça, ce sont des poches de financement qui existent. Mais on a aussi, il a même été, c'est même une structure qui existe, la caisse de péréquation. Vous comprenez? C'est-à-dire que... Qui n'est pas opérationnel aujourd'hui. Ah, mais qui devrait être opérationnel. Parce que dans ce problème de la caisse de péréquation, on pose exactement, c'est la même problématique. C'est la problématique de, OK, l'État est le papa de tout le monde. Il doit tenter de réduire les inégalités. Parce que la caisse de péréquation, elle est là pour la réduction des inégalités. Et nous disons aussi que l'inclusion financière, l'accès aux services financiers, permet aussi la réduction des inégalités. Donc, l'activation de cette caisse de péréquation, en tenant compte de la question de l'exclusion financière qui accentue la pauvreté et la précarité, n'est-ce pas, des populations des milieux ruraux, devrait être mis sur la table. Donc, on commence par la Cadeco, ensuite? Ensuite, le deuxième type de banque publique, ça serait ce qu'on appelle la banque postale. En République démocratique du Congo, la Poste, à ce jour, possède environ 360 points de présence. Ça signifie que la Poste est présente dans les 145 territoires, et si nous allons dans les 145 territoires, si nous comptons 160, c'est plus de 2 fois, n'est-ce pas, 145, ça signifie que la Poste est présente dans chaque territoire, et dans chaque territoire, au moins dans 2 groupements, n'est-ce pas? Et dans certains territoires, dans 3 groupements. Alors, ceci veut simplement dire que la Poste, ayant la vocation d'être un service de proximité, n'est-ce pas, peut intensifier ses services financiers pour devenir cette banque de proximité. C'est un concept développé à travers le monde, et à côté de nous ici, le Congo-Brazzaville a saisi l'opportunité et a développé la banque postale. La Poste doit être boostée également, doit absolument recapitaliser, reviabiliser, n'est-ce pas, et développer les services financiers. Je dois admettre que les mandataires depuis 2-3 ans fournissent des efforts sur le développement des services financiers. Mais si l'État congolais comprend qu'au lieu de spolier, parce qu'il y a beaucoup aussi de biens de la Poste qui sont spoliés à travers le pays, comme si la Poste ne servait à rien, n'est-ce pas? Au lieu que la spoliation des biens de la Poste continue, nous devons savoir que la Poste est un moyen d'avoir une banque de proximité. Et l'avantage de la Poste, c'est que c'est le même personnel de la Poste qui travaille pour les services postaux qui peut être réaffecté le même guichet, n'est-ce pas? Peut-être aussi un guichet pour la banque. Il faudra peut-être aujourd'hui, on va dire, dans l'image des Congolais, recréer cette Poste, parce qu'aujourd'hui, la génération actuelle ne connaît pas la Poste. Mais absolument. C'est comme comment est-ce qu'on est arrivé à avoir les téléphones mobiles. Mais vous savez, c'est simple pour recréer. C'est l'administration publique, n'est-ce pas? Il suffit que, une fois que la Poste est recapitalisée, reviabilisée, et que un ordre est donné, que pour transmettre tous les documents des systèmes judiciaires, des systèmes de la fiscalité, de l'administration publique de manière générale doit passer par la Poste, eh bien, l'État deviendra le premier client qui va remettre, n'est-ce pas, la Poste sur la scène. C'est l'État, elle a toutes les manettes entre ses mains, en fait, n'est-ce pas? C'est une question de volonté politique et de croire
Mais on dit que c'est une possibilité. On dit qu'il n'y a pas de ressources aujourd'hui avec les problèmes que rencontre le pays. Il est difficile aujourd'hui d'allouer des fonds à cette société congolaise ou cet établissement public. Moi, je me pose toujours une question comme tout Congolais. S'il n'y a pas l'argent pour ce qui vaut la peine, d'où vient l'argent qu'on détourne? C'est comme ça que je repose toujours le problème en une question d'allocation de ressources. Une allocation de ressources et de savoir que nous affectons là où nous trouvons que cela vaut la peine. Mais moi, je reviendrai toujours pour dire que j'ai un ami qui aime répéter que le Congolais a une brique dans la tête. Et on a toujours l'impression que pour améliorer la qualité de vie des gens, ce sont les infrastructures. Non, il n'y a pas que les infrastructures. Pour arriver à réduire les inégalités, je le répète et je souhaite vraiment que le politique nous comprenne, il n'y a pas que les infrastructures. Il y a aussi l'inclusion financière. Permettre, n'est-ce pas, à ces populations d'épargner, pas sous leur matelas, parce que c'est de la thésaurisation, n'est-ce pas, que d'amener leur épargne dans un système financier, de bénéficier du crédit, d'avoir la possibilité d'avoir une assurance, c'est aussi une réduction. Donc je pense que c'est une question de choix. Professeur, le point de départ doit être les infrastructures, parce que c'est ces infrastructures qui vont créer la richesse, qui vont finalement créer des activités sur place et ces infrastructures vont rendre ces régions rentables et attirer les banques commerciales. Non, nous disons qu'il y a des endroits où il faut pas se leurrer. Il y a des endroits où les banques commerciales n'iront jamais. Ça, il faut être sûr. Ah bon? Ah oui, absolument n'iront jamais parce que, vous savez, même les compagnies de télécommunications, ils ont mis d'abord, il y a un opérateur qui se voulait champion, n'est-ce pas? Il a mis ses antennes partout. Mais puis après, le calcul de rentabilité les a rattrapés. Ils ont constaté que ces antennes leur coûtent plus cher que ce qu'ils gagnent. Eh bien, ils ont commencé à faire ce qu'ils appellent des shutdown. Ils ont commencé à éteindre les antennes. Vous allez voir, vous passez dans des territoires, vous voyez une antenne abandonnée. Eh bien, ils ont abandonné, ils ont fui. Et là où les opérateurs privés fuient, l'État ne peut pas fuir. C'est ça que nous disons et c'est comme ça à travers le monde parce que l'homme d'affaires est le même partout. C'est comme ça que nous disons que c'est d'abord un problème conceptuel. En République démocratique du Congo, on va sur le principe que pour réduire les inégalités, il faut les infrastructures. Mais s'il vous plaît, les fonctionnaires qui sont là, vous avez bien dit, on paye maintenant les fonctionnaires soit par voie bancaire ou soit par une messagerie financière. Ils existent, non? Ils peuvent vivre. Mais si on améliore, n'est-ce pas, le système financier, le système bancaire là-bas, on va donner de la vie à ces fonctionnaires. Je veux simplement dire que les infrastructures sont bonnes, mais le système financier est bon aussi. Allouons une partie d'argent, une infime partie, n'est-ce pas? Ça pourrait être 10, 15, 20% à l'amélioration du système bancaire, du système financier, du milieu rural. C'est aussi important que les infrastructures. Ça peut se faire de pair, c'est possible. Alors, après la Poste? Après la Poste, nous avons identifié la troisième catégorie. Ce sont les caisses de crédit municipales dans notre système. Chez nous, nous dirons les caisses de crédit territoriales ou provinciales. C'est-à-dire que il est possible de développer, dans le cadre d'une province, n'est-ce pas, des banques publiques. Une banque publique qui est orientée vers les besoins spécifiques de la province. Je prends un exemple. Si une province est agricole, n'est-ce pas, cette banque publique sera orientée vers les besoins agricoles. Ça signifie que ça sera une banque territoriale, publique, agricole. Si c'est du secteur minier, ça signifie que c'est une banque publique. Une banque de crédit agricole. C'est une banque, oui, ça serait une banque de crédit agricole spécifique aux besoins de la province. Si je suis par exemple à l'Équateur et qu'on doit développer le café, n'est-ce pas? Et que c'est ça, le travail qui est fait de plus là-bas, le café, cacao, et je ne sais, elle va analyser les besoins spécifiques. Et elle est organisée au niveau du territoire, elle est organisée
au niveau de la province en fonction des problèmes spécifiques que rencontre. Mais on connaît les problèmes des banques de crédit, des banques d'État. Généralement, ces problèmes de gestion, ce sont les hommes forts du régime qui sont bénéficiaires et qui en fait détournent l'orientation de ces banques, et au finish, ces banques mettent la clé sous le paillasson. On a vu avec la Banque de Crédit Agricole qui a prêté aux dignitaires du régime de l'époque, et puis après, la banque a mis la clé sous le paillasson. Alors là, comment faire pour... Nous revenons à l'épineux problème de la gouvernance. C'est un problème sérieux, mais autant dans l'article, nous avons fixé dans nos conclusions la réactivation du programme de l'éducation financière comme un préalable. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une réflexion faite dans ce sens. C'est-à-dire que l'éducation financière, c'est le préalable au développement d'un système financier. L'argent, c'est quoi l'argent, n'est-ce pas? Quel comportement devrons-nous avoir face à l'argent? Ça, c'est très important. En plus de l'épineux problème de gouvernance. Donc, nous avons, je cite là-bas, deux orientations. Un, c'est l'éducation financière. L'argent, c'est quoi? On a vu, on m'a cité, il y a un expert d'un programme pour l'entrepreneuriat des jeunes, je cite ici PEJAB, qui m'expliquera qu'ils ont donné des petits financements comme ça de $5,000 aux jeunes, mais la première des choses qu'un jeune a fait, c'est de trouver la dot qui lui manquait. Vous comprenez? Donc, ça, c'est un problème d'éducation financière, hein, qui manque cruellement. Et il a existé déjà cette initiative qui devrait être pilotée par la Banque centrale congolaise. Réactivons, parce que nous naissons, nous évoluons. Même des étudiants qui font l'économie ne savent pas comment gérer, se comporter face à l'argent. Vous comprenez? Donc c'est un problème structurel. On doit analyser l'éducation à l'école ou même dans les milieux ruraux. Exactement, c'est même dans les centres de formation, dans le ceci, c'est un problème structurel. C'est-à-dire que nous présentons ici, la grande difficulté que nous constatons ici dans les affaires d'État, c'est que les affaires d'État en République démocratique du Congo sont pratiquement toujours conjoncturelles. C'est-à-dire que on voit toujours le tout de suite. Non, le tout de suite là où il y a rien. Non. Nous devons avoir avant tout des réflexions structurelles. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de présenter ici devrait avant tout être soutenu comme un plan, donc soutenu par une loi, n'est-ce pas? Une loi, donc comme un plan d'inclusion financière pour la réduction des inégalités. Et partant de ce plan, il va y avoir maintenant des programmes en ce moment-là qui pourront être annuels, biannuels, ainsi de suite. Et partant de ces programmes, des politiques vont être mises en place et sur ces politiques, des projets vont être développés. Mais lorsque c'est élevé au niveau d'un plan qui est donc une loi, en ce moment-là, ça devient structurel parce que ça reste et ça pour la durée. Et nous voyons comment progressivement nous cheminons pour atteindre cela. Pas limité au mandat d'un président. Ça, non. Alors, parlons de l'inclusion financière. Pour booster cette inclusion financière, il faut absolument créer des institutions de microfinance dans l'arrière-pays. Qui le fait? Les privés ne peuvent pas le faire? Les Congolais ne peuvent pas créer des institutions de microfinance? Merci beaucoup. Alors, ici, permettez-moi de prendre des allures pédagogiques. C'est que généralement, on entend dire que, OK, en plus des banques commerciales, il faut une banque d'investissement, il faut ceci. Mais la question est, quel est le schéma synoptique d'une économie financiarisée? Ça signifie que lorsque nous menons une réflexion au niveau de la macroéconomie financière, qu'est-ce qui devrait exister? Parce que vous avez même élaboré un schéma à ce sujet. Absolument. C'est une réflexion urbanistique. Je donne d'abord une analogie. C'est dans le monde de l'économie et de la finance, c'est le même raisonnement que les architectes. Lorsque l'on veut mettre en place une ville, on décide d'abord de ce qui doit exister, les avenues, les écoles, les ceci et les cela,
Et puis après, on commence par urbaniser, n'est-ce pas, la ville, et puis après vient l'implantation. C'est la même chose. Mais ici, lorsque nous faisons une analyse de la macroéconomie financière de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas, je fais par analogie, une urbanisation économico-financière. Nous devons commencer par là. C'est ça qui nous a amené, n'est-ce pas, à développer ce schéma synoptique, n'est-ce pas? Vous nous l'expliquez rapidement. D'une économie financière. Voilà, d'une économie financiarisée. Alors, rapidement, nous comprenons que dans une économie, on a les trois grands agents principaux qui sont les ménages, qui c'est la population. Un deuxième agent économique, ce sont les entreprises, et le troisième agent, c'est l'État. Et comment se fait la production de la richesse? On a les ménages qui consomment ce que les entreprises produisent, n'est-ce pas? Et les entreprises rémunèrent les ménages à travers les salaires ou à travers les dividendes, à travers le loyer. Et l'État récupère à la fois des ménages et des entreprises sous forme de taxes, sous forme d'impôts, des revenus qui réinjectent après dans l'économie. Alors, ce qui nous permet d'évaluer la production de la richesse qu'on appelle le PIB, soit par la consommation ou soit par les revenus. Mais naturellement, dans tout ce qui est produit, dans la consommation particulièrement, on ne consomme pas tout, il y a quelque chose qui est épargné. Oui. C'est là où la macroéconomie financière commence. Dans ce qui est épargné, tout le monde connaît le principe, c'est l'épargne qui crée l'investissement. Nous savons que pour faire tourner l'économie, pour augmenter la richesse, elle est évidemment liée à notre capacité à augmenter la consommation. Parce que consommation, augmentation de la production, mais tout part de ce que l'on épargne. Et c'est là qu'on a la première catégorie des banques qui apparaissent le plus souvent. Ce sont les banques commerciales. Les banques commerciales, on les appelle aussi les banques de dépôt. Encore, les banques de détail. Ce sont celles qui sont en contact avec les ménages et qui collectent, n'est-ce pas, leur épargne. Ils collectent l'épargne des ménages et les renvoient sous forme de prêts à la consommation ou de prêts immobiliers sinon. En République démocratique du Congo, c'est à ce niveau-là que nous sommes, n'est-ce pas? Si ce ne sont pas des banques commerciales, alors on a des microcrédits. Mais si nous voulons réellement avoir une économie tout à fait financiarisée pour développer nos richesses, ce qu'il faut, en plus des banques commerciales, c'est qu'il faut s'intéresser à l'existence des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, grosso modo, on peut identifier trois types de fonds d'investissement. Il y a ce qu'on appelle les fonds souverains. Voilà pourquoi nous avons fait allusion, n'est-ce pas, à ce fonds qui existerait, mais on n'entend presque pas, n'est-ce pas? Oui, qui devrait collecter, n'est-ce pas, l'épargne de ce que l'on obtient, du secteur minier, oui. N'est-ce pas? Mais on a aussi la deuxième catégorie de fonds d'investissement très répandus à travers le monde, ce sont les fonds de pension. Chez nous, on a la CNSS, on a la CNSAP, la CNSS, la Caisse de sécurité sociale. Il est étonnant de constater que la CNSS, sa capitalisation est moins d'1 milliard de dollars. Ça signifie qu'il y a un problème. Les fonds de pension à travers le monde ont plus d'argent que l'État. Ça signifie que, à partir du moment où... Il y a un problème de gestion de la CNSS. Eh bien, c'est une question à analyser de près, mais c'est aussi les réformes à opérer, n'est-ce pas? Parce que l'on doit arriver à... L'épargne de la retraite doit être collectée sur même ceux de l'économie informelle. Il y a encore un problème à ce niveau-là par rapport à la collecte de l'épargne, de débrouillard, de ceci et tout ça. Tout le monde doit épargner pour la retraite, ce qui permet d'avoir un fonds disponible pour l'investissement. Ensuite, on a les fonds spéculatifs, ce qu'on appelle les hedge funds, n'est-ce pas, qui à la fois collectent l'épargne auprès des particuliers et des entreprises, mais qui s'endettent aussi. Maintenant, ici au niveau si nous revenons dans notre contexte, nous comprenons en fait que tout est un problème avant tout de la collecte de l'épargne. Comment nous collectons cette épargne et qu'est-ce que nous en faisons? La thésaurisation, le niveau de thésaurisation en République démocratique du Congo, on dit que c'est plus de 10 milliards de dollars, signifie que c'est de l'argent qui aurait servi à l'économie. Alors, c'est en ce moment-là que vient après les banques de financement et d'investissement. Ici, je voudrais préciser un fait.
J'entends souvent dire que, OK, il faut qu'il existe des banques d'investissement. Oui. Il faut retenir que les banques d'investissement, par essence, sont des conseillers. Ce sont des conseillers en investissement, ce sont des conseillers financiers des entreprises. Donc, une banque d'investissement a besoin d'avoir une source qui l'alimente. Donc, développer des banques d'investissement, c'est une bonne idée, mais il faut les développer concomitamment avec les fonds d'investissement, n'est-ce pas, qui constituent des sources d'alimentation des banques d'investissement parce qu'ils doivent avoir cet argent de quelque part. Et les banques d'investissement s'occupent d'une partie des maux de tête, n'est-ce pas? Le choix du type d'investissement, ainsi de suite et tout ça. Et ça, c'est la banque d'investissement qui se charge de cela. Et en ce moment-là, c'est comme le FOMIN lorsqu'il est créé. Comment investir cet argent, donner à qui et tout ça. Le FOMIN n'a pas besoin de se préoccuper de ça. C'est une banque d'investissement qui va se préoccuper de cela. Mais au-delà de cela aussi, la banque d'investissement peut aussi servir d'un autre canal d'utilisation de l'épargne des banques commerciales dans le cas de la surliquidité. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo. On a des banques commerciales qui sont qualifiées de surliquides, dans ce sens qu'elles collectent beaucoup d'épargne, mais elles prêtent peu. Elles prêtent peu, oui. Alors, par le fait qu'elles prêtent peu, c'est vrai que c'est toute une problématique qu'on peut analyser. Mais elles prêtent peu à cause de l'environnement économique. Elles prêtent peu à cause du risque au Congo. Disons qu'elles prêtent peu, en économie, on parle de l'asymétrie de l'information. Elles prêtent peu parce que elles n'arrivent pas à avoir une information symétrique. C'est-à-dire que la banque, pour prêter de l'argent à un particulier, elle fournit un ensemble de conditions. Et naturellement, le particulier n'arrive pas à répondre nécessairement aux conditions. Et voilà pourquoi l'État congolais a réfléchi sur cette question et a créé le fonds de garantie, le FOGEC. Le FOGEC vient au fait, normalement, en principe, pour réduire le problème de l'asymétrie de l'information afin que la banque puisse avoir, n'est-ce pas, les garanties nécessaires pour produire le crédit. C'est un problème un problème d'incertitude. Mais malheureusement, ici, nous avons un FOGEC qui est créé, mais on a un FOGEC sous-capitalisé. Comment voulez-vous que le FOGEC sous-capitalisé, ce fonds-là qui est créé pour réduire le problème de la symétrie de l'information, donc augmenter la confiance auprès des banques commerciales afin de prêter particulièrement aux PME pour booster l'économie, on a le FOGEC qui est sous-capitalisé. Il faut un fonds pour... Ce fonds, je dis bien, existe, ça s'appelle le FOGEC. Oui, mais il faut pour capitaliser, il faut qu'il ait l'argent. Mais comment faire pour capitaliser? C'est simplement que l'État doit mettre de l'argent. Voilà. L'État doit mettre de l'argent. Parce que c'est-à-dire quoi? Alors qu'il cherche l'argent. Je vais expliquer en simple. C'est-à-dire qu'une banque a peur de perdre son argent. Maintenant, l'État vient en garantie pour dire, écoute, tu lui prêtes de l'argent, n'est-ce pas? S'il ne rembourse pas, moi je peux rembourser à hauteur, par exemple, de 50%, de 60%, de 70% de ce qu'il a. En ce moment-là, lorsque moi je fais mon calcul, et je suis banque, et je vois que le risque maintenant est un risque acceptable, je prête de l'argent. Mais si la personne qui est là comme tierce partie pour me mettre en confiance, elle-même n'a pas l'argent, donc ça signifie que le FOGEC est là pour la forme. Nous revenons encore sur la question de la recapitalisation et de dire que le FOGEC, ça a été une bonne idée, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai contribué dans les coulisses à un certain niveau. Ça a été une bonne idée, mais elle doit être... mal appliquée. Non, elle doit être capitalisée. C'est-à-dire qu'on a fait le premier pas. Le premier pas, c'est qu'on l'a créée. Oui. Mais si on la capitalise pas suffisamment, elle ne va pas jouer son rôle. Nous plaidons ici pour la capitalisation du FOGEC afin que le FOGEC joue son rôle auprès des banques commerciales parce que il y a une conséquence grave à la surliquidité des banques commerciales. La conséquence grave à la surliquidité des banques commerciales en République démocratique du Congo, c'est le sous-financement de l'économie. Alors, si on a les banques qui collectent l'argent, n'est-ce pas, mais qui ne savent pas prêter, eh bien, à quoi sert cet argent? Mais c'est une autre forme de thésaurisation. Parce que si l'économie n'est pas renflouée en finance, cette économie devient malade. On dit qu'il y a une économie morose. Et en ce moment-là, le cycle, n'est-ce pas, de la croissance est freiné. Et par conséquent, la création des richesses en République démocratique du Congo n'évolue pas
comme il le faut. Alors, professeur Patrick Onoya, on doit aller rapidement. Inclusion financière faible. Alors aujourd'hui déjà il y a ce débat sur la blockchain et la monnaie cryptographique. Dans ce contexte, la RDC est complètement exclue de ce débat. Merci beaucoup. Vous me posez une très bonne question, une question d'actualité. D'abord, c'est une question d'actualité, une question très technique. Je vais faire un effort, oui, allez. Un effort. Et les spectateurs me pardonneront s'il y a des choses qui les échappent. Mais je vais faire quand même un effort. Il faut d'abord qu'on y aille à la genèse. Pourquoi nous sommes arrivés à un développement de la blockchain et de la crypto-monnaie, donc de la monnaie cryptographique? Eh bien, c'est à cause des différentes crises financières qui ont existé. Il y a une réflexion très poussée qui a été menée en 2007, 2007-2008, lors de la crise financière. On a dit, eh bien, la finance est par essence centralisée. C'est-à-dire que les particuliers, les personnes qui ont de l'argent doivent faire confiance en une entité qu'on appelle une banque. Mais en réalité, lorsqu'il y a crise financière, c'est la banque, n'est-ce pas, qui déçoit ceux qui lui ont fait confiance. Alors, est-il possible de réfléchir à un système financier où nous n'aurons pas besoin d'un tiers de confiance, comme on appelle, qui, on constate périodiquement, nous déçoit. C'est de là qu'est né ce qu'on appelle en anglais la DeFi, la Decentralized Finance, la finance décentralisée. C'est ça le nœud de la question de la blockchain et de la monnaie cryptographique. C'est-à-dire, comment est-ce que deux personnes peuvent s'échanger, n'est-ce pas, de la monnaie sans une tierce personne. Sans passer par un intermédiaire. Sans passer par un intermédiaire, mais de façon sûre. N'est-ce pas? Surtout ça, oui. Exact, mais de façon sûre. C'est là la problématique. C'est ainsi que est née la technologie de la blockchain. En simple, la technologie de la blockchain, elle tient sur deux concepts. Elle tient sur un concept, ce sont des concepts informatiques. Elle tient sur un concept de ce qu'on appelle les registres distribués et elle tient aussi sur la cryptographie. Les registres distribués, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit sûr? Eh bien, la même donnée va se retrouver, va circuler en même temps sur plusieurs serveurs à travers le réseau. C'est-à-dire que en ce moment-là, il y a déjà la volatilité de l'information, n'est-ce pas? Elle est combattue à ce niveau-là parce que si toi tu falsifies l'information qui est sur X serveur, la même information se retrouve, n'est-ce pas, sur un autre serveur, ainsi de suite. Mais cette information ne doit pas être lue. C'est à ce niveau-là que la cryptographie intervient. Mais il faut arriver aussi à identifier les listes de transactions parce que ce sont des transactions. C'est-à-dire que il y a un acteur qui envoie une liste de transactions. Et cette liste de transactions, c'est ça, la liste où qui met les transactions, c'est ça qu'on appelle un bloc. Mais comme les transactions viennent en chaîne qu'on doit s'échanger, n'est-ce pas? On a donc des transactions qui vont se retrouver en chaîne. C'est ça le terme blockchain, c'est-à-dire que en français, chaîne de blocs. Mais chaînes de blocs qui sont envoyées d'un point à un autre pour exécuter une opération de façon sûre, n'est-ce pas? Et de façon à ce que cela ne soit pas violable. Alors, la blockchain la technologie de la blockchain a vu des applications évoluer dans le temps. La première application, ça a été une application tout à fait monétaire. On a vu le fameux Bitcoin qu'on a entendu parler. Mais la blockchain a évolué sur un ensemble d'échanges de valeurs. La blockchain actuellement est utilisée, par exemple, même aussi pour la sécurisation des titres. La sécurisation, c'est peut-être des titres immobiliers. Les problèmes de cadastre, ici, peut être résolus par la blockchain. Les problèmes, plusieurs problèmes. Mais je vais ne pas aller dans ce débat de façon approfondie. Je voulais juste ici. Mais je voulais dire que la blockchain ici permet de résoudre aussi le problème du transfert d'argent de façon rapide et sécurisée entre deux banques. C'est-à-dire
que vous savez que le système SWIFT, qui est la messagerie électronique financière, fonctionne par un mécanisme de banque correspondante et tout ça, il y a un ensemble de nœuds qui fait que pour transférer de l'argent, on sait que si on te transmet de l'argent par SWIFT, cela peut prendre 2, 3, 4 jours. Oui. On sait. Mais la technologie blockchain est venue réduire, au fait, ce temps de transfert d'argent de banque à banque. Ça va se faire instantanément ça se fait en quelques minutes. Ça se fait en quelques minutes ou en quelques heures. C'est à ce niveau-là que l'évolution technologique devient un atout. Parce que il y a des opérations où X, surtout X doit faire telle opération, on a besoin d'argent demain. Mais si vous l'envoyez par SWIFT, vous n'aurez jamais demain. Absolument. Donc, la blockchain, elle est là, elle est venue pour résoudre un ensemble de problèmes, mais naturellement, elle nécessite une étude approfondie au niveau de la Banque centrale, n'est-ce pas, au niveau de l'État congolais, pour savoir quels sont les bienfaits que la blockchain et la monnaie cryptographique apportent. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Patrick Onoya. Professeur, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Rachel Inesiwe. Comme la semaine dernière, des denrées de première nécessité gardent le même prix. À l'exemple d'un sachet de sucre de 5 kilos qui coûte 17 000 francs congolais, un sac de sel se négocie à partir de 23 000 francs congolais. La mesurette ou écolo coûte 3 000 francs congolais. Un sac de haricots coûte 220 voire 250 $. La mesurette ou copeaux varie entre 2500 et 5000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kilos coûte 73, 74 voire 75 000 francs congolais. Un sac de semoule de 25 kilos varie entre 46 et 60 000 francs congolais selon la qualité. Un sac de farine de froment de 50 kilos coûte 230 000 francs congolais. La mesurette ou copeaux est à 4 500 francs congolais. Un bidon d'huile de palme de 5 litres se négocie à partir de 18 000 francs congolais. Celui de l'huile végétale de 5 litres varie entre 26 à 30 000 francs congolais. Celui de 10 litres revient à 44 500 francs congolais. Celui de 15 litres coûte 66 000 francs congolais. Et celui de 25 litres se négocie entre 105 et 120 000 francs congolais. Un carton de poisson salé revient à 65 $. Le kilo est à 22 000 francs congolais. Un tas de poissons fumés est vendu à partir de 5 000 francs. Et pour les produits surgelés, un carton de poulet sans emballage ou poulet nu coûte 70 000 francs congolais. Un poulet est vendu à partir de 15 000 francs congolais. Un carton de poisson mungusu coûte à ce jour 85 000 francs congolais. Le kilo est à 9 000 francs congolais. Une rame de chinchard coûte 75 000 francs congolais. Le kilo est à 8 000 francs congolais. Le carton de tripe coûte à ce jour 90 000 francs congolais. Le kilo est à 10 000 francs congolais. Un carton de gésier coûte 72 000 francs congolais. Le kilo se négocie entre 7 500 et 8 000 francs congolais. Un carton de bœuf coûte 125 $ et le kilo se négocie entre 18 000 et 19 000 francs congolais. Un carton de rognon revient à ce jour à 55 000 francs congolais. Celui de foie est à 49 000 francs congolais. Un carton de cuisse de poulet coûte 58 000 et le kilo se négocie à partir de 6 000, 7 000 ou 8 000 francs congolais. Un filet d'oignon coûte 38 voire 100 000 francs congolais. Celui d'ail est à 78 000 francs congolais. Une tomate fruit se négocie à partir de 500 francs congolais, voire 1000 francs selon la grandeur. Une botte de feuilles de manioc se négocie à partir de 3 000, voire 5 000 francs congolais. Celle des épinards est à 1000, soit 2 000 francs congolais. Et celle d'oseille se négocie à partir de 500 francs congolais. Les amarantes revient à 1500 voire 2000 francs congolais la botte. Merci Rachel Inesiwe pour cette rubrique. Alors professeur, rapidement, quelques questions avant de nous séparer. Questions courtes, réponses courtes. Première question, pourquoi le taux de change, la parité fonds congolais principal devise étrangère est instable? C'est quoi la raison? Merci beaucoup. Ça vous pose comme ça la question, vous vous réveillez, c'est quoi la raison? Pourquoi le taux de change est instable? Ben moi, je suis un homme, je suis un économiste structurel. Je dirais, c'est parce qu'on ne produit pas. Comment avoir une monnaie stable lorsque on ne produit pas? Non.
résolvons les problèmes à partir de la base. La stabilité de la monnaie par excellence, la monnaie se stabilise par excellence à partir de la production locale. Et pourquoi il y a surchauffe des prix des biens et services au Congo? Naturellement, c'est avant tout un problème de spéculation, un problème de spéculation qui est à l'issue de cette inadéquation, n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque tout est une question de la loi de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? Lorsque l'offre de la monnaie recherchée ne correspond pas à la demande, elle crée une spéculation. C'est pourquoi la RDC... C'est comme ça que nous disons aussi que, au-delà des questions structurelles, au niveau conjoncturel, il est quand même important qu'il puisse y avoir un grand renforcement des inspecteurs, parce que parfois il y a des augmentations de prix qui ne se justifient pas, n'est-ce pas, mais qui sont liées à la spéculation. Mais maintenant, moi j'insiste, au niveau conjoncturel, les politiques monétaires peuvent expliquer, mais moi je dis que nous ne pouvons pas échapper aux mesures structurelles. Les mesures structurelles sont que c'est la production locale qui permet de donner la force au franc congolais. Vous connaissez ce principe, c'est que dans une situation de confusion, c'est à chaque fois la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Et ici, en réalité, la bonne monnaie, c'est la nôtre, c'est le franc congolais, n'est-ce pas? Mais parce que le franc congolais n'est pas assez fort, on va dans une monnaie refuge qui est le dollar, qui fait que finalement, on a tendance à avoir confiance au dollar. Pourtant, la bonne monnaie, c'est la nôtre. On devrait avoir confiance au franc congolais. Pourquoi on n'a pas confiance au franc congolais? Le premier problème dans ces choses, c'est toujours les commerçants. Le commerçant donne de l'importance à la monnaie d'approvisionnement. Vous comprenez? C'est-à-dire que lorsque l'on ne produit pas, eh bien, ça signifie que le commerçant donnera toujours de l'importance à quoi? Au dollar. Et la RDC continue d'importer le maïs, c'est normal? Très anormal parce que j'étais étonné même de constater que l'article 47 de la Constitution se base sur la question de sécurité alimentaire. Et j'ai constaté que la sécurité alimentaire est un problème constitutionnel. Et pour cela, il est important qu'il puisse y avoir une production locale. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas, que nous puissions être contents, nous économistes, d'avoir un pays qui importe à hauteur de 2 milliards de dollars, s'il vous plaît, par mois. Non, c'est une fuite de capitaux qui ne s'explique pas, qui explique même en fait tout ce qu'il y a. Alors, nous devons produire localement, c'est même constitutionnel. Professeur Onoya, en une minute, vous êtes cadre de l'UDPS, il y a une crise au sein de votre formation politique. Augustin Kabouya doit rester ou doit partir? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais moi, je pense au fait que le parti au pouvoir auquel j'adhère est un parti qui doit se montrer exemplaire. Il doit se montrer exemplaire parce que il existe ce qu'on appelle des pêcheurs en eau trouble. Tant que le parti au pouvoir, l'UDPS, est en tourment, eh bien, rappelez-vous qu'il y a des échéances en 2028 et il y a un repositionnement qui se fait par le fait que ça ne va pas à l'UDPS. Moi, je demande simplement à ce que les uns et les autres, n'est-ce pas, surtout les cadres, puissent réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour l'UDPS, afin que l'UDPS, comme elle aime se comparer à l'ANC, puisse faire 30 ans. L'autorité morale doit dire fin à la récréation. Félix Tshisekedi? À l'UDPS, c'est un parti particulier où on parle de la pyramide renversée. Il y a avant tout la volonté de la base, n'est-ce pas? Et l'autorité morale s'exprime après avoir écouté la base. Et je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Mais moi, en tant que cadre de ce parti, je demande simplement à ce que nous soyons réfléchis sur le fait que cette agitation qu'il y a ne puisse pas remettre en cause le positionnement de l'UDPS en tant que leader des partis au pouvoir. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Patrick Onoya. Il est lobbyiste et stratège en investissement. Professeur Patrick Onoya, merci d'avoir répondu une fois de plus à l'invitation de Jeudi Économie. Merci beaucoup. Merci à Patrick Mugongo qui s'est occupé de la vidéo. Merci à
à Jacques Zinga et John Condé qui se sont occupés du son. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.